Bienvenue à Question d'Info. Alors, après 6 mois à l'Élysée, l'opposition a bien du mal à freiner la marche du président Macron et de ses réformes. Alors, dans ce contexte, quel rôle, quelle place et quelle stratégie pour l'opposition de gauche? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime et porte-parole du groupe GDR à l'Assemblée. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Jumel, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Monsieur Jumel. Bonjour. On a appris ce jeudi que l'association Anticor relançait la volonté d'avoir un juge nommé au pôle financier de Paris pour relancer l'enquête sur l'affaire Ferrand, s'il y a affaire. Jusqu'à maintenant, le parquet de Brest a classé sans suite. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce que vous pensez que c'est de l'acharnement ou juste la recherche de la vérité? Écoutez, c'est une association créée par un marcheur, le juge Alphen, qui fait un croche-patte à un autre marcheur. Si la justice veut faire un point, elle le fera, et s'il n'a rien à se reprocher, elle le dira. Et s'il y a des choses à traiter, elle les traitera. Vous pensez que le président du groupe majoritaire, Richard Ferrand, République En Marche, est fragilisé par ce feuilleton? Il faut lui poser la question. Je pense qu'il aurait bien voulu se passer de cette nouvelle démarche. Démarche B, vous considérez qu'il peut être fragilisé ou pas? Écoutez, l'association Anticor est légitime pour sonner l'alerte. Je trouve que par les temps qui courent, avoir des donneurs d'alerte, ça a du sens. Maintenant, si les choses sont claires, elles seront clarifiées. Alors, alerte aussi au niveau européen, Françoise Fressos. Et puis même mondial, avec toutes ces révélations sur l'optimisation fiscale qui coûte aux États 350 milliards d'euros d'impôts en moins grâce à des montages. C'est colossal. Est-ce que notre arsenal pour lutter contre cela est efficace? D'abord, vous noterez avec moi que, en cohérence, les parlementaires communistes ont depuis de longues années dénoncer cette situation de fraude fiscale, d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale. Parce qu'au bout du compte, on a les premiers de cordée qui coupent la corde pour qu'ils ne soient pas retrouvés. Et donc les communistes, avec Alain Bocquet, avec le rapport Brard, ont dénoncé en cohérence, dans la continuité, cette inacceptable fuite des capitaux de ceux qui veulent préserver leur argent pour que les plus pauvres continuent à payer. Et pour vous, les premiers de cordée, c'est une expression utilisée par Emmanuel Macron, c'est pour ça que vous la reprenez? Oui, tout à fait. Ils ont coupé la corde pour ne pas qu'on les retrouve, un peu comme si le petit poussé laissait tomber des miettes d'or, mais les planquait pour qu'on ne le retrouve pas. Il faut agir, faire en sorte que on prenne l'argent là où il est, qu'on retrouve ceux qui veulent échapper à l'impôt, parce que pendant ce temps-là, les retraités qui payent la CSG, les salariés qui payent l'impôt sur le revenu, eux n'ont pas les moyens de se payer des cabinets pour optimiser. Voilà, justement, la question c'est, pour vous, la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, c'est pareil ou pas? C'est la même chose, parce que on souhaite échapper à la contribution d'intérêt général, à l'impôt, au détriment de la redistribution des richesses. Mais l'optimisation fiscale, c'est légal. Donc, ça veut dire que Éric Bocquet dit entre évasion fiscale et optimisation fiscale, il y a l'épaisseur d'un mur de prison. Et je partage cet avis. Il faut stopper cette spirale infernale de ceux qui veulent échapper à l'impôt. Nous avons formulé depuis longtemps, mais encore à nouveau dans la loi de finances, des amendements très concrets, la liste noire des pays concernés. Il faut un accord de l'Europe là-dessus. Oui, c'est la raison pour laquelle nous proposons une COP fiscale pour créer les conditions de convergence des États pour lutter efficacement contre cela. Nous avons proposé de faire sauter le verrou de Bercy. Nous l'avons fait conjointement d'ailleurs avec d'autres membres de l'opposition, parce que vous le savez, les juges ne peuvent pas s'auto-saisir en l'absence du blanc-seing du ministre de l'économie dans le cas d'opérations d'optimisation ou de fraude fiscale. Nous avons fait des propositions aussi pour taxer plus fort ceux qui incitent, pour pénaliser les délits d'incitation à la fraude fiscale ou à l'optimisation. C'est-à-dire les cabinets qui font les Évidemment, les il faut un délit. Et puis empêcher les banques françaises de se fourvoyer dans ces opérations. Donc des solutions, il y en a. Des solutions, justement, il y a aussi des propositions qui ont été faites par le gouvernement, par la voix de Gérald Darmanin, sur notamment il propose la déchéance des droits civiques pour les fraudeurs fiscaux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? C'est un gadget? C'est quoi pour vous? Bon, d'abord, elle existe déjà dans la loi. Le juge peut procéder à la déchéance des droits civiques pour ceux qui ont fraudé d'une manière importante. Je dis pourquoi pas, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est d'aller chercher l'argent, de récupérer l'argent. Et on voit bien que le gouvernement, depuis quelques jours, pleure des larmes de crocodile.
mais il faut passer du ministère de la parole au ministère des actes, prendre des décisions, en France d'abord, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale avec une COP fiscale, c'est ce que nous proposons. Alors justement, une proposition de Bruno Le Maire, Yael Gauze. Autre proposition du ministre qui consisterait à priver les États qui ne jouent pas justement le jeu de la lutte anti-fraude, anti-optimisation, les États insuffisamment vigilants seraient privés de financement des organismes internationaux dont ils font partie. Je ne sais pas trop bien ce que cette mesure recouvre, parce que si on prive par exemple l'ONU du financement obligatoire des États, c'est les peuples qui vont souffrir de ça. Or, il faut pénaliser ceux qui fraudent, créer les conditions pour rendre leur fraude impossible et récupérer l'argent pour qu'il soit utile au peuple, utile aux États et utile aux missions d'intérêt général. Est-ce qu'il y a on voit bien que depuis plusieurs années, tous les gouvernements successifs disent c'est un scandale, on va lutter contre ça. Puis ça bouge pas tellement. Oui, vous avez Est-ce raison. que vous envisagez d'autres modes d'action, saisir les consommateurs par exemple, ou essayer de mobiliser l'opinion? Là où le gouvernement est embêté, c'est qu'on vient d'assister à une séance d'1 mois où le nouveau gouvernement a décidé de câliner la finance, de multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches, tout en promettant aux retraités et aux salariés de les pénaliser. Et donc un gouvernement qui câline la finance et qui d'une certaine manière normalise le fait que plus on est riche et moins on paye d'impôts est embêté lorsque un scandale révélé grâce à vous, grâce aux journalistes, aux ONG, éclate aux yeux de l'opinion publique. Il faut donc une pression forte de l'opinion publique parce que on se souvient de Sarkozy jouant les gros bras face à l'évasion fiscale. Il s'est rien passé. C'est fini, il disait. Oui, c'est fini, disait-il. Il ne s'est rien passé. On se souvient de François Hollande voulant déclarer la guerre à la finance. Il a chuté là-dessus. Vous dites le gouvernement câline la finance, donc ça va aggraver les choses encore à ce niveau-là. Oui, les spécialistes nous indiquent que lorsqu'on multiplie les gestes pour câliner la finance, pour offrir des pistes d'optimisation fiscale aux plus riches, ils n'en ont jamais assez. Or, il faut, au contraire, créer les conditions pour une redistribution plus juste de la richesse. Alors, Emmanuel Macron, il dit pas câliner la finance, il dit transformer la France. Françoise Cressaux. Et en effet, depuis qu'il est élu, il fait des réformes, le Code du travail, on voit aussi l'ISF dont vous parliez. Rien ne l'arrête. Comment vous expliquez cette situation? Le gouvernement déroule un projet libéral. Et moi, je me souviens de la phrase de Margaret Thatcher qui disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative à la politique ultralibérale que je préconise. D'une certaine manière, Macron, Le Maire nous disent la même chose. C'est le Thatcher de français? C'est le Thatcher relooké, remaquillé, si vous voulez, à grands frais, mais au bout du compte, un ultralibéralisme vieux, comme le monde. On a multiplié les cadeaux fiscaux. Alors, la dernière aberration, c'est quand même la manière dont le gouvernement envisage de récupérer la taxe de 3% sur les dividendes. On nous dit on va récupérer l'argent, mais entre deux, il y a 5 milliards d'euros qui se perdent dans la nature. L'ISF a été vécu par nos concitoyens comme une insulte de classe. Oui, mais ça passe, toutes ces réformes, elles passent. Mais écoutez, moi je sens monter d'abord de la colère dans les territoires. Et puis, dans les sondages, dans les sondages, il semble que le président de la République dévisse sérieusement, plus rapidement que prévu. Et moi, je vous invite à venir chez moi, vous verrez que la colère est au rendez-vous. Oui, mais there is no alternative actuellement dans les oppositions. Emmanuel Macron, on le voit, elle se neutralise. La gauche, la droite sont divisées avec des camps irréconciliables. Il y a plusieurs oppositions autour de lui. Balkanisée. Et puis Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout réussi son pari de mettre 1 million de Français sur les Champs-Élysées. Vous savez, moi, j'appartiens à une génération. Warren Buffett disait il y a une guerre de classe et ma classe est en train de gagner cette guerre. Et donc, le temps politique pour faire face à cette guerre de classe, au libéralisme effréné, est un temps politique long. Nous avons la responsabilité de nourrir l'idée qu'il y a une alternative. Nous avons la responsabilité de rassembler le peuple pour construire ces alternatives, et c'est le rôle que les députés communistes dans l'opposition souhaitent jouer aux côtés d'autres. Et vous reconnaissez que ça va prendre du temps? Je reconnais que ça va prendre du temps. La mobilisation sociale ne se décrète pas, mais je sens monter tout de même sur les emplois aidés, sur la fonction publique, sur la redistribution des richesses, des mobilisations qu'il nous faut amplifier.
Alors on poursuit, Françoise Frisson. Alors vous dites que la mobilisation, ça se décrète pas. Est-ce que c'est une critique implicite de Jean-Luc Mélenchon qui a cru pouvoir mettre des millions de personnes dans la rue et finalement contrer Emmanuel Macron? Vous savez, Et il a dit, Emmanuel Macron a marqué le point. Oui, moi je ne veux pas faire de critique implicite. Je suis pas là pour commenter tous les faits et gestes de Jean-Luc Mélenchon. Je dis simplement que jamais on a décrété une mobilisation. Les syndicats s'y essayent avec force, avec sérieux et avec esprit de responsabilité. Peut-être ils butent sur aussi. Oui, et donc il leur appartient de continuer à travailler aux convergences nécessaires à bâtir pour faire grandir la mobilisation. Et nous, notre responsabilité politique, c'est de donner de la perspective, de l'espoir, un prolongement alternatif au mouvement social. Et souvent, le mouvement social a du mal à émerger lorsque l'alternative politique a du mal à émerger. Alors attendez, ça et c'est très intéressant parce que c'est quand même l'épisode de la rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Mélenchon est allé trop seul? Est-ce qu'il a pensé qu'il pourrait tout seul prendre la tête d'une opposition de la rue? Est-ce qu'il s'est mal pris avec les syndicats? Comment vous analysez la situation? Écoutez, moi je pense que plus nous sommes à réfléchir, à agir pour créer des convergences à l'opposition au gouvernement Macron, mieux c'est. Et donc Jean-Luc Mélenchon a pris sa part là-dessus, les organisations syndicales ont pris leur part, les parlementaires communistes ont pris la leur. Vous êtes poli avec Jean-Luc Mélenchon, il a quand même voulu, lui, un peu... Vous savez, moi... dire, je décréterai le mouvement social. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on a affaire à un gouvernement aussi brutal, aussi malveillant avec la France qui manque et la France qui travaille, multipliant les humiliations de classe, il n'y a pas de place pour la polémique dans l'opposition et que on a des choses qui nous différencient. Quoi, par exemple? On a des histoires différentes, mais je souhaite mettre l'accent sur ce qui nous rassemble avec l'ensemble des groupes de l'opposition plutôt que sur ce qui nous sépare. Sur ce qui peut vous différencier. Est-ce que, par exemple, la question de la laïcité est une chose qui peut vous différencier de la France insoumise? On voit que le parti de Jean-Luc Mélenchon est quand même tiraillé entre les tenants comme Madame Danielle Obono d'une ligne où elle évoque notamment sa camarade Boutelja, où elle estime qu'il n'y a pas... elle est contre l'interdiction du voile à l'école, alors que M. Corbière dit encore hier, on a le droit de critiquer toutes les religions, y compris l'islam. Est-ce que vous êtes sur quelle position? Moi, je suis un républicain. La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et je suis profondément attaché aux principes fondamentaux de la laïcité qui imposent le respect de toute religion, mais qui implique que les religions n'entrent pas dans la sphère publique. Mais est-ce que vous entendez les critiques qui sont émises à la gauche de la gauche? J'entends on dit en fait que finalement la gauche ferme les yeux sur certaines choses. J'entends et je comprends que la France insoumise va avoir un débat interne. Et Lequel sur la laïcité. J'ai cru comprendre qu'il voulait pousser entre eux ce débat-là. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne les parlementaires communistes, les communistes, cette question est tranchée depuis longtemps. Nous considérons qu'il y a vocation à ne stigmatiser aucune religion. Nous considérons qu'il faut que les religions soient dans la sphère privée. Moi, comme maire, j'ai établi des relations cordiales, respectueuses, régulières avec l'ensemble le curé de ma paroisse, avec l'ensemble des religions, mais avec la loi 1905 en tête en permanence. Quand vous dites qu'il va y avoir un débat interne chez France Insoumise... J'ai lu ça dans la presse. Comme mais ça veut dire que pour vous, Jean-Luc Mélenchon doit clarifier les choses? Je n'ai pas dit Jean-Luc Mélenchon. J'imagine que le fonctionnement de la France Insoumise est démocratique et qu'ils vont avoir un débat interne qui leur permettra de mettre l'accent sur les convergences sur ce sujet-là. Alors il y a un autre sujet qui agite beaucoup la France Insoumise, c'est la question du drapeau européen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et hier, le président de l'Assemblée nationale l'a forcé à reculer en disant on va garder le drapeau, puis on en mettra peut-être aussi ailleurs que dans l'hémicycle. Vous comprenez, vous, cette querelle ou Moi, je n'ai pas participé à ce débat parce que comment utiliser une métaphore pour me faire comprendre? Vous achetez une maison, vous avez d'importants travaux à reconstruire, à faire, et il faut reconstruire la maison européenne qui marche à l'envers, qui écrase les peuples, qui casse les fleurons industriels, qui privilégie la finance au détriment des territoires. Et on voudrait, alors qu'il faut reconstruire la maison européenne, s'occuper du papier peint. Le drapeau, c'est le papier peint. Moi, je m'intéresse à reconstruire
une Europe des peuples, une Europe qui prend soin. Et puis je suis pour un État qui protège, un État stratège, un État qui ne renonce pas à sa politique industrielle. Je suis pour des États qui, sur la finance, sur l'évasion fiscale, prennent leurs responsabilités. Ça veut dire qu'il fait un peu trop de com et pas assez de fond, Mélenchon, c'est ça? Mais moi, je ne vais pas passer mon émission à commenter Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis que... Non, mais c'est important pour la reconstruction de la gauche. C'est-à-dire qu'on essaye d'appréhender comment, face à Macron, vous arrivez à reconstituer non, je crois que quand on prend... Il a beaucoup entravé le Parti communiste, quand même. Moi, je dialogue avec Jean-Luc Mélenchon, on se respecte. Et sur les questions européennes, il ne se contente pas de parler du drapeau. Comme nous avons des propositions à formuler, concrètes, pour une autre Europe, pour une Europe des peuples, pour une Europe qui construit une alternative au libéralisme. Si on vous pose ces questions, c'est parce que depuis la rentrée, même depuis l'élection de la nouvelle Assemblée, en fait, il a réussi à vous marginaliser, Jean-Luc Mélenchon. Le PCF n'est plus tout ce qu'il était. Écoutez, vous êtes un petit parti à côté du grand parti de la France Insoumise, non? Beaucoup avaient pronostiqué qu'il n'y aurait pas de groupe parlementaire communiste. Nous avons un groupe, nous avons des députés avec de l'énergie, des intelligences à démontrer. Les journalistes, et je ne les stigmatise pas en disant ça, ont considéré qu'il y avait une opposition à Macron. Non, il y a des oppositions, elles ont vocation à s'additionner. Et c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs aujourd'hui. Oui, tout à fait, je vous en remercie. Elles ont vocation à s'additionner, à multiplier leurs forces. Et moi, je suis heureux de voir que le choix que nous avons fait, d'être une opposition sérieuse, travailleuse, argumentée, commence à porter ses fruits, y compris en termes de légitimité. Sérieuse, travailleuse, argumentée, ça veut dire que France Insoumise, c'est pas sérieux, c'est pas travailleur, c'est pas argumenté? Non, je vous dis dans quel état d'esprit les parlementaires communistes sont pour construire une opposition sérieuse, travailleuse au gouvernement Macron. Pas soumis aux insoumis. Moi, j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon avec le sourire que j'étais trop insoumis pour être insoumis. Je suis né dans un berceau de l'anarcho-syndicalisme, indiscipliné chez les communistes et trop insoumis pour être insoumis. Alors, pardon, concrètement, quel rôle le PC doit jouer dans cette rénovation? Est-ce que c'est d'abord du terrain? Est-ce que c'est une refondation de la pensée? Comment vous voyez votre rôle, vous? Vous avez raison de dire que l'une de nos marques de fabrique, c'est qu'on incarne les territoires, qu'on incarne, j'allais dire, la vraie vie. Et lorsque moi, à l'Assemblée, je parle du fleuron verrier, de la fierté ouvrière, des territoires humiliés de la République, des territoires oubliés de la République. Vous, c'est Dieppe, hein. C'est Dieppe, le pays de Bray, la vallée de la Brelle. Eh ben, la force de ces convictions, c'est que elles résonnent pas seulement par la tonalité de ma voix, mais dans la réalité des territoires. Et ça, on veut le faire prospérer. Ensuite, la responsabilité des différentes oppositions à Macron, c'est de reconstruire l'espoir, de rassembler le peuple, de nourrir l'idée qu'il y a une alternative au libéralisme. Mais pardon, est-ce que c'est de reconstruire la gauche, parce que la gauche cette reconstruction, elle est possible avec un encombrant Monsieur Mélenchon qui occupe tout l'espace. Est-ce que vous ne pensez pas aussi à la relève générationnelle? Il y a d'autres insoumis de votre génération, peut-être plus jeunes. Et d'ailleurs, on a des relations de travail efficaces avec les parlementaires. Par exemple, avec François Ruffin, avec Clémentine Autain, avec l'ensemble des parlementaires. Qui était d'ailleurs à mi-chemin entre le Parti communiste. Oui, mais au bout du compte, on s'aperçoit que dans le quotidien, dans le travail parlementaire, on a des convergences et puis on a des sensibilités différentes qui s'expriment. Mais pour répondre à votre question, avec qui? Avec tous ceux qui pensent que ce rouleau compresseur, ce hold-up que représente l'opération Macron, se retourne contre le peuple. Vous dites hold-up, vous dites pas coup d'état social, vous? C'est un hold-up permanent, c'est un tour de passe-passe, c'est de la poudre de parlimpinpin. Les formules pourraient être multipliées. En tout cas, ça ne fait plus beaucoup illusion vu la manière dont l'opinion publique juge les premiers mois du quinquennat. Alors, il y a Elgoz et ensuite oui. Françoise. Une dernière fois, pour rester sur vos relations entre insoumis et communistes, on sait que les insoumis ont fait l'impasse sur les élections sénatoriales. On sait qu'aux législatives, ça a été très dur de trouver quelques accords de désistement réciproque entre communistes et insoumis. Mais il y a un cas particulier là qui m'a frappé, c'est la Corse. Il y a une élection territoriale les 3 et 10 décembre prochains. Et là, on a une liste commune sur les 8 listes, une liste insoumis communiste. Comment ça s'explique et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un réchauffement? Est-ce que c'est la preuve justement de ce que vous avancez? Il a toujours fait plus chaud en Corse qu'ailleurs et le soleil brille d'ailleurs plus fort. Donc c'est le réchauffement en Corse et la glaciation ailleurs. Non, je pense que il appartient aux
aux acteurs des territoires de décider des stratégies les plus Mais efficaces. c'est bien, vous le Mais moi, je donne de leçons à personne sur ce qu'il faut faire. Généralement, les rassemblements n'ont de sens que quand ils s'appuient sur les réalités des territoires. Là, Puis, vous savez que je vais vous dire une confidence. Moi, je pense que le temps de construire des rassemblements qui se bornent à additionner des logos sont dépassés. Alors justement, et dans mon territoire, moi, j'ai fait la démonstration que quand on bâtit un projet, quand on le partage, y compris avec un diagnostic de terrain, on rassemble au-delà des logos et plus fortement. alors justement, rassemblement, on en a parlé cette semaine. François Soissons. Pour essayer de comprendre ce qui se passe à gauche. Donc Benoît Hamon est aux États-Unis et depuis les États-Unis hier, il a lancé un appel à un grand mouvement progressiste international. Vous vous reconnaissez, vous, dans cette démarche des progressistes? On vous souriez là d'ailleurs quand l'appel Texas, c'est quand même pas l'appel du général de Gaulle à Londres. J'ai le sentiment. Et on est le 9 novembre. Hein. J'ai le sentiment que la résonance risque de ne pas être la même. Benoît Hamon peine à crédibiliser son mouvement. Il y a une responsabilité pour tous ceux qui ont le cœur à gauche. Alors certains sont plus en convalescence que d'autres, et certains n'ont pas encore poussé jusqu'au bout ce qui a conduit à la déliquescence de la gauche à laquelle ils ont participé. Il a sa part de responsabilité, Benoît Hamon. Inévitablement. On a regardé le quinquennat Hollande. Au bout de 3 mois, le renoncement à déclarer la guerre à la finance était flagrant et ça aboutit à la déliquescence que désormais tout le monde connaît. Mais il nous appartient aujourd'hui de travailler à la reconstruction de ça, à la reconstruction de valeurs de gauche. La gauche, ça a du sens, c'est pas mort. Macron qui avait dit je ne serai ni de gauche ni de droite, au bout du compte, il est ni de gauche ni de gauche, il est bien à droite. Et donc il y a un espace politique à reconstruire à gauche. Et chacun doit y apporter sa pierre. Alors vous dites Benoît Hamon, il peine à mobiliser. Vous pensez qu'il a fait une erreur en quittant le Parti socialiste? Oh là, il faut lui demander à lui. Je pense qu'il est quand même dans une extrême brillante solitude. Alors brillante solitude et puis il prépare les européennes, Yael Gauze. Voilà, exactement. Il y a le même appel qui existe aussi de Benoît Hamon pour les européennes à créer une force progressiste transnationale. Il y a même l'idée chez lui de créer des listes transnationales européennes. On sait qu'il est très proche de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec de l'économie. Comment vous abordez ces élections européennes vous-même? Moi, je considère loin, que mais... le temps médiatique et même le temps politique est quand même assez déconnecté. Vous n'êtes pas dedans là encore, du temps, trop loin. Attendez, Ça se prépare quand même des élections de la population. Oui. D'abord, moi, je considère que notre responsabilité, c'est de parer et de faire face aux mauvais coups que le gouvernement multiplie chaque jour un peu plus. Et nous, on va multiplier les initiatives en France à travers des meetings, des réunions publiques pour porter notre alter-budget, pour dénoncer les effets dramatiques de la loi travail, pour expliquer comment les territoires de vie sont laminés par la loi de finances. Je pense notamment à l'assassinat programmé des communes. Ensuite, bien évidemment que les communistes vont prendre leur part dans l'importante échéance européenne parce que ça va être l'occasion de sanctionner fortement la mauvaise politique du gouvernement Macron. Mais moi, je ne résumerai je ne résumerai pas l'enjeu des européennes à des jeux d'alliance. Il est prématuré d'en parler. Ouais. On va se concentrer sur la construction d'un projet quelques européen. questions quand même sur les européennes parce qu'on en parle en ce moment. Mais justement, vous dites que ça va être l'occasion donc de dire son opposition au gouvernement Macron. On parle justement d'un changement de mode de scrutin à cette occasion. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de renationaliser, faire une liste nationale pour tout le pays, ou est-ce que vous êtes contre? Si l'arrière-pensée est politicienne et opportuniste, il faut être vigilant. D'ailleurs, si c'est pour ouvrir un débat, je note d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on a utilisé des modifications de carte électorale, ceux qui ont utilisé les ciseaux, se sont coupés les doigts. Après, moi, sur le fond, un scrutin national avec une dose de proportionnel, pourquoi pas, si ça permet... c'est proportionnel intégral. Hein. Si ça permet, oui, tout à fait, si ça permet d'avoir un véritable débat sur les enjeux européens, en tout cas, les communistes prendront une part active à ce débat. Depuis longtemps, nous avons des propositions fortes à formuler dans ce domaine. Comptez sur nous pour prendre notre part. Et alors, avec qui, comment? Parce que l'objectif des marcheurs, de la République en marche, c'est de créer un grand pôle. Nous, nous sommes les pro-européens, avec Constructif, En Marche, le MoDem, et
et en face, eh bien, jouer sur vous, les autres, vous n'êtes pas pro-européens, et donc faites le choix entre les deux camps. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait, à travers une liste nationale, cette politisation extrême du débat justement entre les pros et les anti-européens? Je mesure que sur beaucoup de sujets, le président de la République tente d'avoir une vision très manichéenne pour caricaturer ses oppositions. Mais comment ne pas tomber dans ce piège si c'en est un? Eh bien, il y aura ceux qui privilégient l'Europe de la finance, l'Europe des puissants, l'Europe des élites, l'Europe des riches, et ceux qui proposent de formuler des réponses pour l'Europe des peuples, l'Europe des territoires, et pour le développement industriel, respectueux de l'environnement, pour des politiques énergétiques publiques. Et si le débat s'enclenche là-dessus, s'enclenche sur l'harmonisation fiscale pour prendre l'argent là où il est et le mettre là où il y en a besoin, vous verrez que le débat sera moins manichéen et plus intéressant à mener. Alors, il y a aussi regroupe, il faudra que vous aussi vous regroupiez, c'est ça? Oula, vous savez, moi je suis un observateur attentif de la vie politique, y compris ici. Écoutez, ouvrez vos oreilles et vous verrez que l'harmonie de façade, y compris des marcheurs, y compris du MoDem aux côtés des marcheurs, n'est pas si harmonieuse que ça. Alors harmonie peut-être aussi au niveau environnemental, climatique, écologique, nucléaire. Oui, il y a eu un coup de tonnerre cette semaine avec les déclarations de Nicolas Hulot qui dit tout d'un coup il sera impossible d'abaisser la part du nucléaire à 50% en 2015, sauf à remettre en service des centrales à charbon, donc à polluer davantage et à ne pas respecter les accords climatiques. Vous lui donnez raison ou vous dites il s'en mêle les pinceaux? Parce que ça correspond a priori à ce que dit le Parti communiste depuis très très longtemps. Moi, d'abord, j'ai du respect pour Nicolas Hulot. Je trouve qu'il est franc, transparent. Il n'est pas dans la posture, il n'est pas dans la tambouille politicienne, et donc il mérite le respect. Ensuite, je note, comme vous, que il est rattrapé par un principe de réalité. C'est-à-dire que si l'on veut efficacement ne pas aggraver le bilan carbone de la France, il est difficile de sortir du nucléaire dans des délais imposés comme cela, sans privilégier les énergies fossiles. Mais comment vous expliquez qu'une loi ait pu être votée avec un objectif affirmé? Parce qu'il y a quelquefois des lois d'affichage, des lois politiciennes, des lois de campagne qui sont peu assises sur le principe de réalité. Sur le fond maintenant, moi je porte, vous dites point d'accord avec les communistes peut-être, moi je porte l'idée qu'il faut un mix énergétique, équilibré, intelligent, respectueux, un mix énergétique qui implique un État stratège, qui implique que les politiques énergétiques échappent à la logique d'actionnaire, parce que la logique d'actionnaire sur l'éolien offshore, c'est... Justement, vous avez été maire de Dieppe, vous êtes élu de Dieppe, des éoliennes au large de Dieppe, vous seriez peur ou pas? Oui, parce que ça pose problème. À condition qu'elles respectent les pêcheurs, ce qui n'est pas le cas au large du Tréport. Et puis, je suis pour que la logique d'actionnaire ne s'empare pas de ces choses-là, parce que quand la logique d'actionnaire s'empare du nucléaire, par exemple, c'est des économies sur la maintenance, c'est de la sous-traitance en cascade, c'est de l'économie sur la recherche et le développement, c'est, au bout du compte, la sûreté, la sécurité qui est en cause. Idem sur les énergies renouvelables où on assiste à un jeu de bento, de Monopoly sur l'éolien. Et donc il faut que la sphère publique reprenne la main. Très précis pour résumer un peu votre position. En gros, Nicolas Hulot, vous pensez qu'il est réaliste, il est plutôt pragmatique sur cette question-là? Oui, principe de réalité, j'adhère à ce principe de réalité. Est-ce que le PC dit ouf, on va garder nos centrales un peu plus longtemps? Mais vous savez, on n'est pas attaché à ça comme... historiquement, c'est que le PC est quasi nucléocrate. Non, je pense que c'est caricatural. Le Parti communiste est attaché à un mix énergétique, équilibré, intelligent, dans lequel le nucléaire a sa place. Alors, il y a eu aussi des décisions ou des annonces de décisions à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale hier, Françoise Fresson. Oui, on voit un premier train de réforme à l'Assemblée nationale, c'est un peu pour diminuer le train de vie des élus et en tout cas de normaliser leur situation, notamment le système des retraites. C'était un régime spécial et maintenant ça va devenir régime général. Est-ce que vous êtes pour cette réforme? Sur le fond, d'abord, moi je suis pour que on abolisse les privilèges, quels qu'ils soient. Et, bon. Après, je suis pour que le droit à la retraite, pour tous, et y compris pour les députés, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on ne nourrisse pas un anti-parlementarisme latent, parce que ceux qui nourrissent cela, j'attire votre attention là-dessus, sont les mêmes qui veulent museler le Parlement,
priver le Parlement de sa capacité à enrichir la loi, à modifier la loi et même à s'opposer au gouvernement. Et il y a donc parmi ceux, il y a des députés ou pas? Parmi ceux, il y a des députés solivaut qui suivent le sens du vent. Et en politique, quand par exemple, le premier questeur de l'Assemblée, Florian Bachelier, marcheur. Vous en pensez quoi de ce Florian Bachelier? J'en pense que quand on suit le sens du vent, on a l'avenir d'une feuille morte et que les effets de mode, ça suffit. Par contre, à travers la remise en cause des régimes spéciaux, on a peut-être des parlementaires et un gouvernement qui a l'arrière-pensée de s'en prendre demain aux régimes spéciaux des cheminots. Voilà, c'est la question qu'on voulait vous poser. Aux régimes spéciaux des agents EDF. Ouais. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un faux problème. D'un côté, on veut accélérer un parlement sans substance, un parlement déconnecté des territoires, un parlement désincarné, un parlement aux ordres au bout du compte, et puis de l'autre, s'en prendre au modèle social français. Parce que justement, vous dites, c'est bien qu'on abolisse les privilèges, quand vous avez posé la question. Et alors, parmi les privilèges, certains disent, il y a les régimes spéciaux de certaines caisses de retraite. Il ne faut pas les abolir, cela? Écoutez, la vie d'un cheminot... non, mais c'est plus la même aujourd'hui en 2017 qu'en 45. Ouais, mais... de vie, c'est accru aussi. Hein. D'ailleurs, et c'est plus des wagons à charbon. Oui, mais vous noterez comme moi que lorsqu'on fait sa carrière chez Rothschild, on vit plus longtemps et en meilleure santé que quand on est en horaire décalé, à contrôler les trains, à réparer les trains ou à piloter les trains. Et donc, moi, je suis pour la préservation du système de retraite par répartition. Je suis pour faire en sorte que des spécificités de pénibilité de travail impliquent des reconnaissances de spécificité, parce que, vous savez, le principe d'égalité implique qu'à situation différente, il y a des traitements différents. Et des départs à 52 ans, hein, si je me trompe pas, à la SNCF. Oui. Et les retraites? 52 ans, c'est pas tôt quand même? Ça peut se justifier. Ça se justifie d'abord parce que les cheminots se sont battus pour préserver ses droits. Et puis, ce sont des contraintes de service. Vous savez, quelqu'un qui a 63 ans et qui pilote un TGV à grande vitesse, ça peut être aussi très dangereux. Hein. Et il n'y a pas que les régimes spéciaux des cheminots. Il y a les militaires qui partent très tôt aussi. Parce que là aussi, il faut préserver leur... Écoutez, je souhaite bon courage à ce gouvernement s'il veut détricoter notre modèle social français et s'en prendre à la fois aux cheminots, aux agents EDF et aux militaires. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'à travers le gadget que représente la réforme des parlementaires, vous savez, moi, ça va pas m'empêcher de dormir. Il faut un statut pour l'élu, par contre. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de statut pour les élus et pour les parlementaires, demain, on va redonner de la force aux lobbies qui vont piloter l'Assemblée de l'extérieur. Hein. Le danger existe aussi pour notre démocratie si les élus ne sont pas préservés des pressions des extérieurs. Statut pour l'élu, est-ce qu'il faut réduire le nombre de députés, passer à 400 Est-ce qu'il faut une dose de proportionnelle François de Rugy dit 400 députés, 300 élus dans des circonscriptions sans la proportionnelle. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne suis pas pour réduire le nombre de circonscriptions parce que ceux qui proposent ça sont... j'ai vu qu'il y avait des députés qui n'avaient même pas de permanence... pas d'ancrage territorial, qui rencontraient pas les gens et qui considéraient que leur job c'était de participer aux think tanks d'En Marche. Moi, je considère que le rôle d'un député, c'est de faire rentrer la voix de son territoire, la colère de son territoire, donc, les réalités de son territoire à l'Assemblée. Et donc, il ne faut pas baisser le nombre de parlementaires. Par contre, la proportionnelle, nous y sommes favorables. Certains vous diront aussi, notamment à droite, que justement les élus à la proportionnelle sont moins ancrés dans leur territoire. Non, c'est pas vrai parce qu'on peut envisager une dose de proportionnelle avec des listes à dimension départementale. Et la réduction des mandats dans le temps, c'est une bonne piste ou pas? Vous savez, c'est votre premier mandat pour vous, hein? Oui, mais vous savez, on a eu le débat sur la moralisation de la vie politique et le groupe communiste a formulé des propositions pour s'en prendre au pantouflage, aux allers-retours permanents entre ceux qui font de la politique, qui vont dans les labos privés, qui vont dans les grandes boîtes et qui reviennent ensuite faire de la politique. Prenons garde à ce que un ouvrier, un agriculteur, un enseignant puisse continuer demain à être parlementaire, parce que sinon, je vous pronostique une chambre désincarnée, déconnectée, et une chambre de la France d'en haut, pour reprendre la formule de Raffarin, contre la France qui manque, contre la France qui... Vous éprouvez un malaise vu le fonctionnement de l'Assemblée aujourd'hui et sa composition? Non, mais j'éprouve de la colère et je me dis chaque matin que les habitants de mon territoire méritent mieux
que le comportement que certains parlementaires offrent ici comme spectacle. Alors, il y a les parlementaires et les partis politiques, il y a aussi les syndicats, les forces syndicales. Yael Gauze. Oui, syndicats divisés, on l'a vu sur les réformes de la rentrée, sur les appels à manifester ou pas manifester. C'est le même paysage finalement, on peut faire un effet de miroir entre ce qu'est la gauche aujourd'hui et ce que sont les syndicats aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y ait de parallèle à effectuer dans l'histoire syndicale, dans l'histoire du mouvement social. L'union et les convergences restent un combat permanent. Il y a eu des moments où ça a été plus facile de bâtir ces convergences. Je note d'ailleurs que la CGT est parvenue à établir des convergences avec la FSU, avec Solidaire sur un certain nombre de sujets. Je note que FO, notamment sur ses bases locales, territoriales, a bâti des convergences avec le mouvement social. Tout ça est un mouvement continu. La mobilisation et le rassemblement des forces syndicales, c'est comme en politique, ça ne se décrète pas, ça ne vient pas d'en haut, ça nécessite d'y travailler, ça nécessite que chacun y mette du sien. Et je crois que c'est ce à quoi travaillent les principales organisations. D'aller chercher les étudiants dans les facs, on voit qu'aujourd'hui les insoumis s'organisent pour aller envoyer des émissaires, des députés à Paris 8, à Nanterre, pour dire allez mobilisez-vous, faire monter un petit peu la sauce. Vous partagez cet entrisme-là qui est en train de se faire du côté insoumis dans les facs. Vous sentez aussi, un nouveau mai 68 ? Moi, vous savez, personne ne le sentait en mars, le mois de mai. Justement, on est en novembre là. Hein. Et moi, j'ai grandi dans l'effervescence du mouvement de Vaquet, et j'ai mesuré à quel point ce mouvement a grandi, et quelquefois à l'insu de notre plein gré. Et là, ça peut être le cas. Richard Virenque. Ça peut être le cas. Et moi, je pense que chaque organisation de l'opposition sensibilise la jeunesse sur les dangers de la réforme de l'université, sur une sélection qui ne dit pas son nom, sur la précarisation généralisée pour les jeunes. Le président de la Fidèle est diepois. Ah oui. Et je vais travailler avec lui dans quelques jours. Il s'appelle Valentin Esler. C'est un jeune assez brillant et même très brillant. Et on va travailler avec eux sur comment on porte les aspirations de la jeunesse de France à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut pousser la jeunesse à occuper les universités, les facultés, à aller dans la rue ? Mais la jeunesse est rebelle. Ouais. Et donc personne n'a la main sur la jeunesse. Y compris les insoumis. Elle n'a besoin de personne pour s'organiser. Y compris les insoumis, c'était la question. Pas plus les insoumis qui que ce soit. Alors on avance, Françoise. Et alors, il y a deux grandes réformes en attente. Il y a la formation professionnelle et il y a l'assurance chômage. Est-ce que vous allez vous mobiliser sur le dossier de l'assurance chômage ? Il est question de donner certains droits nouveaux, comme le droit à la démission, mais aussi de davantage contrôler les chômeurs et peut-être réduire aussi la durée des allocations. Vous avez vu aujourd'hui dans la presse, je crois que la Croix a consacré un article important aujourd'hui sur le fait qu'il y a eu une étude sur 270 000 demandeurs d'emploi et qu'au bout du compte, pas de fraude, peu de fraude. Les lieux communs, les préjugés sur la fraude au chômage sont epsilon. Donc la question n'est pas là. Moi, je pense qu'il faut lutter contre le chômage et non pas lutter contre les chômeurs. Sur l'assurance chômage comme sur la formation professionnelle, pour l'instant, on n'a aucune bille. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ces textes. On va s'emparer de ces textes comme de l'ensemble des projets de loi et on va y travailler avec les organisations syndicales, avec les acteurs. Et on verra, on fera en sorte, nous, que le modèle social français ne soit pas détricoté. Alors, on est en 2017, on commémore le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre 17. Vous êtes député communiste. Le Parti communiste, on l'a souvent appelé, on l'a longtemps appelé, on l'appelle toujours d'ailleurs, le parti des fusillés, le parti aussi de l'affiche rouge. Quand vous voyez qu'Edoui Plenel accuse Charlie Hebdo, qui en une a présenté Louis Plenel moustachu sur une couverture rouge, une rouge, et Louis Plenel dit c'est la nouvelle affiche rouge. Comment vous réagissez ? Oula, il y a des fois des raccourcis historiques dont il faut prendre la mesure. Moi, j'étais ami avec Charb, avec Luz. J'étais Charlie avant, j'étais Charlie pendant, et je suis Charlie aujourd'hui. Profondément attaché à la liberté d'expression, à la liberté de caricaturer, y compris quand ça me fait pas rire, et surtout lorsque ça me fait pas rire. Et donc, je pense que je tiens à cette liberté-là comme à la prunelle de mes yeux. Donc vous dites à Edoui Plenel, il faut se calmer un peu ? Je dis à Edoui Plenel,
qui joue un rôle important aussi en termes d'alerte, que il faut permettre à ce que ces principes-là s'appliquent à tous. Et vous dites quoi à Donald Trump, le président américain, qui justement, juste avant de décoller pour la Chine, la Maison-Blanche a publié un communiqué en décrétant le mardi 7 novembre journée nationale des victimes du communisme. Ouais, c'est un fou furieux. Il fait peur, Trump, il fait peur au monde. Et même Bush, qui n'est pas réputé pour être le plus progressiste des hommes d'État, le dit. On a un président des États-Unis sans culture, sans épaisseur historique, et qui bouscule le monde à coups de tweets, et qui risque des fois de faire vaciller le monde, et c'est préoccupant. Et mais donc le réveil des vieilles matrices macartistes de la guerre froide. Le retour du McCarthy. Voilà, oui, mais c'est du passé, c'est dépassé. Totalitarisme communiste, ça a existé ou pas? Oui. Vous savez, moi je suis né en 71, Staline est mort en 53. Mon parti a condamné ça depuis longtemps. Je me sens. Et à un moment donné, on a dit bilan globalement positif. Oh là, oui. Non. Vous savez, moi, je suis rentré dans l'engagement politique en ayant pris conscience avant de lire Bourdieu que, en fonction de son patrimoine social, culturel et relationnel, nos chances d'insertion dans la vie ne seraient pas les mêmes. Ça reste vrai quand on est communiste aujourd'hui. Ça veut dire quoi être communiste aujourd'hui? Ça veut dire refuser une société qui privilégie la bourse à la vie. Si vous étiez en Catalogne, vous seriez du côté de Puigdemont ou du côté de Rajoy? Si j'étais en Catalogne, je militerais pour que la consultation du peuple soit au rendez-vous, mais je ne militerais pas pour que l'autonomie des riches se fasse au détriment de l'unicité de la nation. Numéro 1 du PC, ça vous tenterait l'année prochaine, congrès 2018? Ah non, mais je suis député, je suis très à l'aise dans cette fonction. On continue avec Pierre Laurent? Qui est sénateur? On va continuer à travailler sur un congrès pour que le communisme soit une idée neuve aujourd'hui et demain. Merci, c'est la fin de Question Info. Merci Sébastien Jumel d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.